Le mont Everest, dans l'Himalaya, est la plus haute montagne du monde. Autrefois, seuls quelques alpinistes étaient capables de gravir le mont Everest. Mais aujourd'hui, il y a une véritable course pour voir qui peut atteindre le sommet, avec des alpinistes du monde entier qui visitent régulièrement la plus grande montagne du monde. L'ascension difficile est coûteuse, et des Sherpas locaux accompagnent généralement les alpinistes du monde entier. Même si beaucoup plus d'alpinistes tentent l'ascension aujourd'hui, il y a toujours des situations difficiles, voire fatales. Et il n'est pas rare que les alpinistes laissent tomber leurs compagnons. Nous allons explorer certaines des raisons de ce phénomène dans la vidéo d'aujourd'hui. L'ascension du mont Everest est sans aucun doute l'une des plus grandes aventures que l'on puisse vivre, mais elle comporte de nombreux dangers. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour apprendre l'un des faits les plus choquants sur l'ascension de l'Everest. L'attaque des Sherpas en colère. Vous entendez souvent parler des Sherpas à propos du mont Everest. En général, ils guident les grimpeurs jusqu'au sommet. Dans cet exemple, cependant, les grimpeurs ont dû abandonner l'ascension de l'Everest parce qu'ils ont été attaqués par des Sherpas en colère. L'alpiniste John Griffith, qui tentait l'ascension avec d'autres compagnons à l'époque, a abandonné parce que, dit-il, il avait peur que les Sherpas ne les lapident à mort. Pour les fuir, ils ont supporté de dangereuses crevasses. Cet incident a été précédé d'une dispute avec les Sherpas lors de la montée au camp 2. Griffith affirme que les Sherpas n'étaient pas disposés à discuter, mais les ont menacés avec des pierres. Griffith continue d'affirmer qu'il ne s'agissait que d'une altercation verbale. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle les Sherpas sont ensuite devenus si agressifs. Craignant les Sherpas, ils ont fui, ne prenant pas la route établie, mais descendant des glaciers dangereux avec d'énormes crevasses. Avec le recul, Griffith a appris que la colère et la frustration s'accumulaient depuis des années chez les Sherpas. Ils se sentaient injustement traités par les alpinistes occidentaux, et récemment, ce sentiment avait augmenté de plus en plus. Les Sherpas concernés ont déclaré que l'un de leurs hommes avait été intentionnellement blessé par les alpinistes payants et qu'à cause de cela, ils estimaient que Griffith et ses collègues ne leur avaient montré aucun respect. Des cadavres sur le bord du chemin. La plus haute montagne du monde a un surnom macabre. On l'appelle aussi souvent le plus grand cimetière à ciel ouvert du monde. Depuis la première ascension de l'Everest par Edmund Hillary et Tenzing Norgay en 1953, de nombreux alpinistes les ont suivis. Certains sont restés sur la montagne. La partie supérieure de la montagne est également appelée la zone de la mort. La teneur en oxygène n'y est que d'un tiers de celle du niveau de la mer. La pression barométrique donne l'impression d'être 10 fois plus lourd. La combinaison des deux fait que les alpinistes s'épuisent très rapidement. Ils commencent souvent à se sentir léthargiques et désorientés. Les organes peuvent être extrêmement sollicités. Dans ces situations extrêmes, il est possible de rester au maximum 48 heures et de nombreux alpinistes meurent. Généralement, on les laisse à l'endroit exact où ils ont trouvé la mort. Ils servent de rappel aux autres alpinistes. Toute personne qui trouve la mort dans la zone de mort ne peut être récupérée. Les conditions météorologiques, le terrain et le manque d'oxygène font qu'il est pratiquement impossible de récupérer les corps. Le problème des ordures. Les alpinistes qui gravissent le mont Everest affirment qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'une carte des sentiers pour se rendre au camp de base. Il suffit de suivre la piste des ordures. De plus en plus de personnes escaladent la plus haute montagne du monde, emportant avec elles beaucoup de matériel. Une grande partie de ce matériel reste sur la montagne. Des équipes de bénévoles tentent de maîtriser les montagnes de détritus. Des déchets ordinaires, des déchets humains, des bouteilles d'oxygène, des tentes déchirées, du plastique et des restes de matériel d'alpinisme, voilà ce qui reste sur le chemin du sommet. Le réchauffement climatique croissant fait que l'on trouve également les corps des alpinistes morts en montagne. Cependant, les actions de nettoyage ne sont qu'une solution temporaire. Dès que la saison d'alpinisme reprendra dans l'Himalaya, les tonnes d'ordures reviendront. Il existe plusieurs programmes que le Népal souhaite utiliser pour résoudre le problème des déchets sur le mont Everest. Il existe une taxe sur les déchets, par exemple, mais elle est ridiculement faible par rapport au prix d'une expédition sur l'Everest. Le Yéti. Le mythe du Yéti existe depuis longtemps. En 1951, l'explorateur britannique Eric Shipton
a trouvé une empreinte de pied alors qu'il cherchait une route alternative au mont Everest. Croyant que l'empreinte était humaine, il l'a prise en photo et le Yéti était né. L'énorme empreinte ressemblait à un pied humain avec un pouce. Cela indique un grand être. Depuis lors, ce bonhomme de neige a été recherché encore et encore. Une enquête plus poussée a permis de se demander si les traces pouvaient être les empreintes d'un ours. Les traces d'ADN indiquent que l'ours polaire est le plus proche parent. Cependant, il existe également des séquences mystérieuses et inexpliquées dans l'ADN. Une enquête plus approfondie montre que les traces ne proviennent pas d'un nouvel animal inconnu, mais d'un animal connu dont la séquence ADN est incomplète. Au final, on ne sait pas si le Yéti existe ou non. À ce jour, on ne sait pas si les empreintes sont celles d'un animal très timide ou s'il s'agit d'un type d'être humain qui vit dans une nature sauvage presque intacte et que personne n'a jamais vu. Première ascension du mont Everest. En 1953, l'expédition britannique dirigée par Sir John Hunt s'est lancée dans l'ascension de la plus haute montagne du monde. Cette expédition comprenait 10 alpinistes, 350 porteurs, 20 Sherpas et des tonnes de matériel. Il y a eu auparavant des tentatives infructueuses d'escalader le sommet. En 1950, un accès sud à la montagne a été découvert. La première ascension a lieu en 1953. Edmund Hillary était un alpiniste réputé. En 1953, il avait atteint le sommet de ses performances. Le Sherpa Tenzing était l'un des meilleurs guides de sommet du Népal. Ils ont donc formé une équipe solide pour conquérir le mont Everest. Le 29 mai 1953, à 11h30, ils ont atteint le point le plus élevé de la planète. Ils ne sont restés au sommet que 15 minutes avant de reprendre la descente. Il était très important pour la presse indienne et népalaise de souligner que le Sherpa était le premier à atteindre le sommet. Il voulait montrer que les alpinistes locaux sont au moins aussi bons que les alpinistes étrangers. Pour contourner cette question politique, Hillary et Tenzing se sont mis d'accord pour ne jamais mentionner lequel des deux hommes a réellement posé le pied sur le sommet de l'Everest en premier. Des années plus tard, Tenzing a révélé dans son autobiographie que c'était Hillary qui avait été le premier à se tenir au sommet de la plus haute montagne du monde. Le troisième pôle. Certaines personnes appellent le mont Everest le troisième pôle. Ceci est basé sur le fait que les pôles nord et sud décrivent naturellement les points les plus au nord et les plus au sud de la Terre. Et le sommet de l'Everest est donc le point le plus élevé de la planète. De nombreux mythes et mystères demeurent non résolus à ce jour. Par exemple, on ne sait pas encore aujourd'hui si la montagne a été conquise en 1924, comme beaucoup l'ont prétendu. À l'époque, le 8 juin de cette année-là, les alpinistes George Mallory et Sandy Irvine ont entrepris d'atteindre le sommet du monde. Ils voulaient se tenir là où personne ne s'était tenu auparavant. Ils ont été vus pour la dernière fois 800 pieds en dessous du sommet. Se sont-ils tenus au sommet du mont Everest? Personne ne le sait. Irvine aurait remporté un appareil photo Kodak pour enregistrer leur tentative. En 1999, plus de 75 ans plus tard, le corps de Mallory a été retrouvé à une altitude de 8250 mètres. Dans son livre The Third Pole, Mark Sinnott raconte l'histoire de Mallory et Irvine. Le plus grand mystère du mont Everest. La question de savoir si Mallory et Irvine ont conquis le mont Everest en 1924 est en fait le plus grand mystère non résolu de cette montagne, mais aussi de toute l'histoire de l'alpinisme. Si c'est le cas, ils ont atteint le sommet 29 ans plus tôt qu'Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Le problème est que l'appareil photo qu'Irvine aurait porté n'a pas été retrouvé à ce jour. Il pourrait contenir des images de Mallory et Irvine au sommet de l'Everest. Autre mystère non résolu, qu'est-il arrivé à Irvine et Mallory? Comment sont-ils morts sur la montagne? Mark Sinnott n'a pas seulement écrit The Third Pole. Un article de lui sur la recherche de traces de ce qui est probablement la première tentative de sommet réussie sur le mont Everest a également été publié dans le magazine National Geographic en 2020. Il s'est mis en tête de résoudre la plus grande énigme concernant la plus haute montagne du monde. Il voulait retrouver le corps d'Irvine. Les restes de Mallory ont été retrouvés lors d'une expédition en 1999. À l'époque, on a d'abord cru qu'il s'agissait du corps d'Irvine, car il a été retrouvé là où le pic à glace d'Irvine avait été découvert. De nombreux autres mystères entourent Irvine et Mallory. C'est ainsi que les lunettes teintées de vert de Mallory ont été trouvées dans sa poche. Un indice qu'il pourrait être descendu de la montagne de nuit et n'avoir pas eu besoin des lunettes.
Sa montre s'est arrêtée entre 1 heure et 2 heures. Personne ne sait si c'était pendant la journée ou la nuit. Il a également dit avant l'expédition qu'il prendrait une photo de sa femme au sommet pour la laisser là. Lorsque son corps a été retrouvé, il n'avait pas de photo sur lui. Cela indique qu'il devait être au sommet. Mallory n'avait aucune trace d'appareil photo. Noel Odell a vu Mallory et Irvine pour la dernière fois le 8 juin 1924 à 12h50. Il était son coéquipier et a déclaré avoir vu les deux hommes à environ 800 pieds en dessous du sommet et qu'ils se déplaçaient rapidement vers le haut. Un vétéran chinois de l'Everest, nommé Xu Jing, a déclaré en 1960 qu'il avait découvert ce qu'il croyait être le corps de Sandy Irvine lors d'une expédition chinoise au mont Everest. Il a fait sa découverte alors qu'il descendait du camp le plus élevé à 8510 mètres. Mark Sinott a trouvé exactement cet endroit à l'aide de données GPS lors de son expédition. Il s'est rapidement avéré que cet endroit, que Jing avait appelé une crevasse, n'était qu'une étroite fissure dans la roche, bien trop étroite pour qu'une personne puisse y ramper ou y tomber. L'espace était définitivement vide. Scott n'a pas non plus réussi à résoudre les nombreuses questions entourant Sandy Irvine. Et peut-être que la plus haute montagne du monde ne révélera jamais son secret. L'homme qui a escaladé l'Everest en talons hauts. L'Everest a suscité l'intérêt de nombreuses personnes intéressantes au fil des ans. Pour la plupart, ces hommes et ces femmes ont un état d'esprit solide et cherchent à escalader l'Everest pour la gloire et les droits de jubilation. Cependant, un homme a eu une idée encore plus bizarre qui l'a fait entrer dans les livres d'histoire pour une raison bien plus incroyable. Maurice Wilson était un Anglais qui, en 1933, a conçu un plan pour voler vers les pentes nord de l'Everest et écraser volontairement son avion. Il prévoyait ensuite de grimper jusqu'au sommet de l'Everest et de laisser son avion derrière lui. Il s'est entraîné pendant de nombreux mois pour cette expédition, passant une grande partie de son temps en Grande-Bretagne à faire des randonnées et à apprendre à piloter un avion Gypsy Moth, avant de passer l'hiver suivant à Darjeeling. Après s'être installé ici pour quelques mois, il a commencé à se préparer à son ascension en jeûnant et en priant à plusieurs reprises. À ses yeux, c'est tout ce qu'il doit faire pour réussir l'ascension du sommet de l'Everest. Plus tard, au cours de ses préparatifs, Maurice s'est rendu compte que son idée de faire écraser son avion sur l'Everest n'était pas très judicieuse. Il a donc décidé d'abandonner cette partie de son plan et s'est dirigé vers le mont Everest à pied le 22 mai 1934. Après avoir commencé son voyage, il ne lui a pas fallu longtemps pour réaliser qu'il avait eu les yeux plus gros que le ventre. Il n'était pas du tout préparé aux terribles conditions météorologiques. Il n'avait pas non plus beaucoup d'expérience en matière d'escalade et n'avait pas emporté beaucoup d'équipement. Très vite, il s'est retrouvé bloqué par un mur de glace et n'a pu ni poursuivre son voyage ni rentrer chez lui. La dernière entrée de son journal a été notée comme ayant été écrite le 30 mai. Il est donc probablement décédé plus tard ce jour-là ou tôt le jour suivant. Son corps n'a été retrouvé que l'année suivante, et des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il aurait été retrouvé vêtu uniquement de lingerie féminine. Bien que cette histoire n'ait jamais été complètement confirmée, elle a commencé à se répandre comme une traînée de poudre. Que pouvait bien faire cet homme sur la montagne la plus haute et la plus froide du monde en ne portant que des sous-vêtements féminins? Très vite, la rumeur a commencé à s'estomper et les gens ont cru qu'il ne s'agissait que d'une histoire inventée. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que l'histoire gagne à nouveau en popularité, quelques décennies plus tard, en 1960. En 1960, une équipe d'alpinistes chinois a fait une étrange découverte alors qu'elle escaladait la montagne. Ils sont tombés sur une chaussure à talons hauts d'une tenue féminine. Ils ne parvenaient pas à comprendre ce qu'une telle chaussure pouvait bien faire sur l'Everest. Cependant, lorsqu'ils ont annoncé cette découverte, il n'a pas fallu longtemps pour que les souvenirs de Maurice Wilson envahissent à nouveau l'esprit des alpinistes passionnés. Il semblerait que ce soit la seule preuve restante de l'ascension de l'Everest par Maurice. Après toutes ces années, il semblait que c'était très probablement vrai. Maurice avait en effet commencé l'ascension de l'Everest en portant des vêtements de femme. Les nouvelles ont rapidement fait état d'allégations selon lesquelles Maurice s'était travesti, et ces allégations ont été amplifiées lorsque les gens ont commencé à découvrir que Maurice avait travaillé dans un magasin de vêtements pour femmes en Nouvelle-Zélande avant d'être obsédé par l'idée d'escalader la plus haute montagne du monde. Il existe de nombreux mythes et légendes sur le mont Everest. Mais qu'en est-il de vous? Si vous aviez la capacité physique de le faire, seriez-vous intéressé par l'idée de vous tenir sur le sommet de la Terre? Pourriez-vous l'imaginer? Faites-le nous savoir dans les commentaires de la vidéo d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.
cliquez sur l'une des images et regardez une autre vidéo passionnante. Si vous avez aimé la vidéo, merci de nous laisser un pouce bleu et pour ne plus jamais manquer de nouvelles vidéos, cliquez sur s'abonner et nous vous reverrons bientôt.